Pour parler d'Eliane Amado Levi-Valency, il faut évoquer non seulement sa position de philosophe et de penseur juif, mais aussi sa position de psychanalyste, parce que pour elle, la psychanalyse est une passion intellectuelle intense qui va traverser le parcours de vie d'Eliane Amado. Elle est devenue psychanalyste à la fois une théoricienne de la psychanalyse et une praticienne. Dans l'esprit d'Eliane Amado Levi-Valency, la psychanalyse, d'une certaine façon, peut être considérée comme un tikkun, une réparation, une restauration au sens kabbalistique du terme. Au XXe siècle, rares sont les disciplines où les femmes sont acceptées véritablement en pied d'égalité, en physique, en chimie, en mathématiques. Figurent ça et là des personnalités féminines comme Marie Curie, mais pour l'essentiel, ce sont des disciplines masculines. La psychanalyse fait exception parce que quelques années après les débuts de la psychanalyse, il y a une présence féminine très forte, et dans cette présence féminine, il y a aussi de nombreuses femmes juives. D'ailleurs, certaines des grandes polémiques qui divisent le monde psychanalytique opposent des personnalités féminines juives, comme par exemple l'opposition de Melanie Klein et de la fille de Freud, Anna Freud, à Londres, ou encore les théories de Hélène Deutsch sur la psychologie de la femme, ou encore la théorie de l'instant de destruction de Sabine Spielrein, sans parler des autres personnalités remarquables comme Maria Langer ou Sophie Morgenstern à Paris. En vérité, les femmes juives trouvent là un terrain d'expression très, très importante. Mais comment vivent la révolution psychanalytique, ces femmes? Pour elles, en général, c'est une marche vers l'universel, vers l'humanisme. Et c'est un humanisme aseptisé et déjudaïsé, affranchi de tout obscurantisme métaphysique. Et pour le dire avec une expression des années 20 et 30, est un universalisme purifié de toute névrose religieuse. Autant vous dire que pour des femmes comme Melanie Klein ou Anna Freud ou Hélène Deutsch, on est loin de l'héritage d'Israël. Cet héritage qui est rejeté dans les ténèbres de l'archaïsme. Eliane Amado se démarque clairement de cette vision. Elle est en rupture avec ses consoeurs et avec ses confrères. Elle cherche à enrichir et approfondir la théorie et la pratique de la psychanalyse grâce à des concepts qui sont puisés dans la Bible, dans le Talmud, dans le Midrash, dans la Kabbale, dans la philosophie juive médiévale, le chassidisme et la pensée juive moderne. Il s'agit incontestablement d'une vraie révolution dans la révolution, une vraie révolution de retour aux sources du judaïsme que pour Eliane Amado est essentiellement occultée dans le monde occidental. Et là, il est intéressant de souligner un des aspects très importants de cette fécondation réciproque entre psychanalyse et judaïsme dans l'œuvre d'Eliane Amado, sa vision du couple, de la femme et du rôle du féminin dans l'histoire. Eliane Amado va être une lectrice passionnée de tout ce qui s'écrit sur la femme à la fin des années 40 et au début des années 50.
et très rapidement, elle va entrer en opposition avec la doctrine dominante qui est celle de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. Parce que pour Simone de Beauvoir, la Bible est considérée comme un pilier de l'infériorité, de la soumission et de l'oppression de la femme. Alors, cette vision de Simone de Beauvoir, Eliane Amado ne la partage pas. Elle pense que Simone de Beauvoir ne connaît la Bible qu'à travers simplement la traduction française sans aucun commentaire traditionnel, et qu'à partir de cette vision-là, il y a un refus et une négation de l'héritage biblique, parce que finalement, ce que fait Simone de Beauvoir, c'est simplement citer des phrases de la Bible sans essayer de décrypter leur sens profond. Par exemple, la célèbre phrase qui va devenir précisément l'épouvantail des disciples de Simone de Beauvoir: « J'aggraverai tes douleurs, tes labeurs et ta grossesse », c'est donc la punition d'Ève après avoir mangé du fruit interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. « J'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, la passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. » Alors, Simone de Beauvoir disait de cette phrase qu'elle exprime la double contrainte qui va traverser toute l'histoire de la femme et dont la femme doit se libérer. La double contrainte, c'est le mariage et la maternité. Alors donc, à partir de là, Simone de Beauvoir nous dit « On ne naît pas femme, on le devient. La féminité est un produit de l'histoire, de la société, de la culture et de l'idéologie. » Ce qui va donner naissance, quelques décennies plus tard, aux Gender Studies, les études sur le genre. Face à cette vision existentialiste du couple masculin-féminin, Eliane Amado propose ce qu'elle appelle une doctrine essentialiste, qui est celle de la Bible hébraïque. Et pour Eliane Amado, il est faux de dire que la femme n'est pas femme, elle le devient. Non, elle naît femme, parce que le masculin et le féminin, l'altérité de l'homme et de la femme, ne sont pas le résultat d'une histoire tardive ou d'une évolution. C'est une réalité ontologique. Cette polarité est préalable à l'histoire même. Elle cite, de ce point de vue, la célèbre phrase du Pentateuque dans la Genèse, chapitre 1, verset 26, « Faisons l'humain à notre image et à notre ressemblance. Naase Adam betzalmenu kitmutenu. » Donc, pour Eliane Amado, la naissance du masculin et du féminin est insérée dans l'ordre de la création du cosmos. On peut modifier les rôles, les fonctions, les statuts qui ne sont pas fixes, qui ne sont pas éternels, qui ne sont pas immuables, mais l'identité même du masculin et du féminin est intrinsèque au plan de la Genèse. Et Eliane Amado va plus loin, et pour expliquer le texte biblique, il faut faire appel à l'exégèse du peuple qui continue à lire la Bible dans l'original hébraïque, et particulièrement à la mystique juive du Zohar, mystique à laquelle Eliane Amado a consacré un livre appelé la poétique du Zohar. Et selon les Zohar, là, quand on parle de ressemblance et d'image divine, on ne parle pas de l'homme tout seul ou de la femme tout seul, mais du couple. Ce couple, c'est seulement le couple qui est porteur de cette ressemblance. Et Zachar u'Nekeva bara
Baraotam, Zachar ou Nekiva Baraoto, mâle et femelle, ou masculin et féminin, il les créa, Dieu les créa, mâle et femelle, masculin et féminin, il le créa. Alors la transmission de cette image n'existe que dans la dualité et pas dans l'être isolé. La relation masculin-féminin est une rencontre de l'un et de l'autre en opposition au narcissisme de l'un sans l'autre. À partir de là, Eliane Amado va proposer une théorie qui, à l'époque, n'a pas suscité beaucoup de polémiques, mais que quelques décennies plus tard va susciter une véritable polémique. Le statut de l'hétérosexualité. Elle se positionne donc au carrefour de l'anthropologie biblique et de l'anthropologie psychanalytique. Elle considère que l'hétérosexualité, la relation du masculin et du féminin, est consubstantielle à cette polarité masculin-féminin. Les liens amoureux de l'homme et de la femme, dit Eliane Amado, n'est pas simplement un mode particulier de fonctionnement psychique parmi d'autres, une forme relationnelle parmi une multitude de formes relationnelles. Non, ça s'inscrit dans le projet créationnel que nous dit la Genèse. Pour cette raison, dit le texte de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. À partir de là, c'est la fondation du lien par excellence. Cette relation, nous dit Eliane Amado, est créatrice d'histoire. Parce que la relation homme-femme n'est pas simplement procréatrice, elle est créatrice. Il ne s'agit pas simplement de s'unir pour produire une nouvelle population. Il s'agit de s'unir pour être ensemble créateurs d'histoire, de culture, de pensée. Alors, à partir de là, Eliane Amado se demande quelle est la différence et quelle est la divergence entre pensée juive et pensée grecque. Athènes et Jérusalem. Le savoir hellénique accorde une très grande importance à la femme dans la mythologie, les déesses, les héroïnes, les matriarches, mais dans les chroniques des historiographes grecs qui parlent de l'histoire réelle, il s'agit essentiellement de l'histoire des hommes sans les femmes. Les empereurs, les rois, les généraux, les savants. Les femmes sont dans le gynécée, dans les foyers. Elles sont dans la réclusion, elles sont hors de la vie publique. Ce que les Grecs appellent l'histoire est pour l'essentiel une histoire masculine. Par contre, dit Eliane Amado, la vision hébraïque de l'histoire exprime une philosophie radicalement différente en ce qui concerne la construction de l'humanité. En hébreu biblique, le mot histoire n'existe pas. En hébreu moderne, on utilise le mot historia depuis le XIXe siècle, particulièrement dans la mouvance de la science du judaïsme. Mais traditionnellement, comme le signalait un des grands compagnons des routes de l'aventure d'Eliane Amado, Léon Ashkenazi Manitou, le mot toldot est utilisé à travers l'histoire comme synonyme d'histoire. Mais toldot ne veut pas dire histoire, veut dire naissance, génération, engendrement. Les devenirs du genre humain passent par le lien transgénérationnel qui unissent donc le père et la mère aux enfants. L'histoire, dit Eliane Amado, est d'abord l'histoire du couple, des parents et des enfants. Ce n'est pas l'histoire du seul Adam, c'est l'histoire d'Adam et d'Ève. Ce n'est pas l'histoire du seul Abraham, fondateur du monothéisme. Il y a un couple qui fonde le monothéisme, Abraham et Sarah. Et par la suite, tout au long de l'histoire d'Israël, dit-elle, on voit le rôle des couples, Isaac et Rebecca, Jacob avec Rachel et Léa, Joseph et sa femme égyptienne Asnath,
Moïse et son épouse Séphora, David et Bethsabée. Et à partir de là, elle nous dit que seul le couple exprime la promesse des origines, qui est l'unité dynamique issue de la ressemblance entre les acteurs humains, qui sont continuateurs de l'œuvre et des créations. Et selon les Talmuds, un homme sans femme est considéré comme un homme mort. Mais cette vision, nous dit Eliane Amado, n'est absolument pas idyllique, n'est pas de l'ordre de l'utopie. La rencontre entre masculin et féminin ne va pas de soi. Elle n'a pas lieu dans une harmonie parfaite. Et elle signale que le premier couple humain, c'est Adam et Ève. Et dans le texte, nous ne voyons jamais une parole d'Adam à Ève ou d'Ève à Adam. C'est un couple qui ne se parle pas. Et André Neher, un des grands maîtres d'Eliane Amado à Strasbourg, signalait qu'il faut attendre 20 générations pour trouver dans la Bible un couple qui dialogue, Abraham et Sarah. Alors, il est vrai qu'il y a dans l'être humain une dimension dialogale, mais il faut une traversée du désert émotionnel pour arriver à la terre promise de la parole et de la communication. Et cette parole, c'est l'expression d'une rencontre qui se joue avec confiance et soupçon, certitude et peur, sérénité et inquiétude, identification et rejet, amour et haine, empathie et hostilité. C'est un face-à-face problématique. Et certes, dit Eliane Amado, l'homme et la femme ont besoin l'un de l'autre. Leur corps implique un langage, une complémentarité essentielle. Mais l'acte d'amour est trop souvent, une précipitation qui court-circuite ce qu'il devrait accomplir. Et là apparaît un des concepts exprimés par Eliane Amado qui me semble particulièrement fécond en ce qui concerne la vie amoureuse, le concept des court-circuits psychiques. Les court-circuits psychiques accompagnent les hommes et les sociétés. Les hommes et les collectivités sont souvent prisonniers d'une ardente impatience. Ils veulent la réalisation immédiate de leurs tendances. Ils ont du mal à vivre dans l'attente, dans la patience, dans les mûrissements. Ils vivent dans la fureur du tout et tout de suite. Et cela s'exprime particulièrement dans la vie amoureuse et dans la sexualité. Il y a une tension incontrôlée vers l'accomplissement immédiat de nos pulsions. Eliane Amado met en relation cette idée de tout de suite, le court-circuit psychique, avec l'épisode du veau d'or dans le désert. Les Hébreux dans le désert avaient reçu des dieux par la médiation de Moïse l'ordre d'édifier le tabernacle. Or, le tabernacle, c'était un travail minutieux, très lent. Que se passe-t-il? Dès que Moïse a le dos tourné, ils vont faire un autre objet de réalisation plus rapide, plus facile, le veau d'or. Et par la suite, il a fallu payer le prix de la transgression et revenir. C'est effectivement ce que nous voyons cette semaine, la semaine prochaine et celle d'après dans la lecture de la Torah, à la construction très lente, très difficile du tabernacle. Donc, la précipitation pulsionnelle va anéantir la plénitude du projet. Là où l'affrontement se substitue à la rencontre, là où l'homme et la femme cherchent à s'arracher quelque chose et à s'ignorer ou à s'asservir ensuite, quelque chose se corrompt dans l'équilibre, le monde. Là où l'homme et la femme sont ennemis, le monde est à l'envers, tourne fou en des rythmes débridés. C'est l'idée dominante aussi qui pour Eliane Amado est au cœur de l'histoire de la civilisation. Nombreux sont les auteurs modernes qui considèrent le monde comme le lieu d'un antagonisme majeur,
qui traverse l'histoire de part en part. Pour Marx, c'est la lutte des classes. Pour Gobineau, c'est la lutte des races. Pour Toynbee, c'est la lutte des civilisations. Et Liane Amado va mettre l'accent sur une autre conflictualité qui, pour elle, traverse toute l'histoire, la guerre des sexes, qui n'est nullement achevée, mais qui se poursuit dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés. Et la guerre des sexes qui est marquée par la volonté mâle de puissance et de domination. Et dès là, un concept que Liane Amado introduira dans les années 60, le colonialisme virilocentrique. C'est la domination masculine arrogante et triomphaliste qui va conduire à la civilisation, à un cycle interminable de démission, de corruption, de vengeance et de brimades. Alors, cette vision de Liane Amado Levi-Valency apparaît en totale opposition au discours féministe radical des années 40 et 50. Discours qui considère la pensée biblique comme matrice de la discrimination et de l'oppression de la femme. En opposition à cette vision péjorative, Liane Amado propose une autre lecture du texte biblique qui doit être analysée et décryptée dans ses profondeurs à travers le concept clé, le double adamique. L'être humain n'existe pas dans l'isolement, il n'existe que dans le relationnel, même si ce relationnel est dramatique et souvent conflictuel. Ce qui permet à l'auteur de dire une histoire du couple tend à émerger de ces longs émergés. La femme prend la parole, dénonce l'aliénation qui fut sienne et qui n'est à chaque instant que le réflexe de l'aliénation de l'homme. Quelques années après la mort de Liane Amado, sa pensée ne cesse pas de nous surprendre et de nous inquiéter. Quelques esprits forts seront irrités par l'idée d'un retour aux sources bibliques qu'ils considèrent comme l'opium des peuples. Et ou encore d'autres sont interpellés par une pensée énigmatique. Mais je pense à ces nombreux lecteurs qui aujourd'hui redécouvrent cette idée du couple adamique et qui sont encouragés par l'œuvre de Liane Amado à poursuivre cette aventure intellectuelle qui est proposée par l'auteur. Une rencontre sans dogmatisme, sans apologétique, entre des disciplines très souvent étrangères les unes aux autres, comme la psychanalyse, l'exégèse biblique, l'anthropologie. Et ces disciplines vont trouver, pour Liane Amado, une rencontre, une meilleure compréhension du phénomène humain à travers un dialogue entre des interprétations plurielles. C'est, à mon avis, le grand intérêt d'une œuvre qu'il faut approfondir, non pas dans une admiration béate, ni dans une critique malveillante, mais plutôt dans une observation attentive.